Dans l'église et dans la petite entrée de la mairie-école du Plessis-aux-Bois, située au pied des buttes de Goual, sont apposées 2 plaques du souvenir de 1914-1918, mentionnant quelques noms, dont celui de Roger Laurent, qui fut maître d'école en ce village à partir du 23 décembre 1912. La cousine de mon arrière-grand-père lui ayant remis, avant de s'éteindre, quelques notes de son mari, tombées en 1915, griffonnées sur les pages d'un cahier d'écolier, mon arrière-grand-père éprouva alors le besoin, en cet automne de 1985, de les recopier, de situer les noms, d'établir quelques schémas. Le carnet original n'est pas en ma possession. La cousine de mon arrière-grand-père l'avait récupéré sur le cadavre de son mari, tout ensanglanté. Elle a donc recopié les notes et les écrits de son mari. Et voici que sortit du nombre de 106 années, une humble histoire, allant du 10 août 1914 au 10 septembre 1914, poignante parce qu'elle ne savait pas son héroïsme. Le 8 août 1914, Charles Péguy écrivait, avant de s'embarquer pour Saint-Mihiel, « Dans 2 jours, nous serons partis pour notre destination finale. 30 ans de ma vie ne vaudraient pas ce que nous allons faire en quelques semaines. » Ensemble, ils s'en allèrent, avec leurs compagnons du 276e. Charles Péguy tomba dans les champs de Neufmontier le 5 septembre 1914. Roger Laurent, quelques semaines plus tard, fut tué à Crouy, dans l'Aisne, le 11 janvier 1915. Lundi 10 août 1914. Départ de Coulommiers à 10 h, embarquement des troupes dans wagons aménagés. À son puits, un cheval mort jeté sur la voie fit dérailler le train qui nous devance, occupé par le 313e. Télescopage. 5 tués, dont le colonel, et 55 blessés. Nous passons la nuit dans le train, retard d'une demi-journée. Mardi 11 août 1914. Arrivé à Saint-Mihiel à 2 h de l'après-midi. Chaleur excessive. Beaucoup tombent sur la route. Nous partons pour Varnéville, Meuse. 12, 13 et 14 août 1914. Nous creusons des tranchées à Varnéville, Montsec et Loumont. Je pars à 8 h du soir. Samedi 15 août 1914. Des Uhlans sont signalés. Petit poste installé à la Tuilerie près Montsec. J'arrive à 9 h 30. Habitants couchés, on les réveille. Rien de la nuit. Dimanche 16 août 1914. Départ du petit poste pour Nonsard à 10 h du matin. Un habitant nous signale les Uhlans à la ferme de Bailly. Fermiers espions. Nous y partons. La ferme est évacuée, mise à sac de la ferme. Traversons la forêt. Le lieutenant Cal se trompe de chemin. Passons à Mézeray, essai, panne. Arrivé à Nonsard à 5 h du soir. Cantonnement ignoble. Rien à manger. Lundi 17 août 1914. Repos à Nonsard. Un taube survole toute la vallée de la Meuse. La nuit, combat qui dure environ 6 heures. Canonnade vive. Fusillade intensive. Officiers de Uhlans, dragons, de la garde prisonniers. Mardi 18 août 1914. Départ de la brigade à 8 h. La 23e compagnie assure la marche en avant. Passons à Panne. Le lieutenant Cal prend la direction de pointe d'avant-garde. Je prends celle de la tête. Arrivé à Euvezin. Nous assurons la garde du pont. Pays vignoble magnifique à 15 km de Pont-à-Mousson. 20 à 50 centimes. Bon accueil des habitants. Quelle différence avec ceux de la Meuse. Cantonnement d'alerte. Mercredi 19 août 1914. Réveil à 4 h. Restons pour garder le pont. Les habitants nous accueillent chez eux pour dîner. Vin bouché gratis. On crie « Vive le 276e !» Mais canonnade interrompt tout. Jeudi 20 août 1914. Aucun incident. On joue à la manille. Le cordonnier du pays répare mes souliers. Comme paiement, il me remplit mon bidon. Je prends les avant-postes. Vendredi 21 août 1914. Départ à 5 h pour Thiaucourt.
Ville agréable, journée bien remplie. Je suis de jour. Je rencontre Belno, Ridard, Bourzet, Allard, Delhomme. Le soir, en alerte. Samedi 22 août 1914. On entend le canon du côté de Longwy. Le bruit du canon entendu du côté de Longwy, signalé par Roger Laurent le 22 août, est celui du bombardement et de l'attaque de Longwy par l'armée du Crown Prince, qui prépare son offensive et va dévaler, inexorablement vers le sud-ouest, comme tous les corps allemands. Dimanche 23 août 1914. Alerte à 2 h du matin. À 4 h, départ pour Pont-à-Mousson, après discours du capitaine. Traversons Regnéville. Sommes rejoints par le 45e d'artillerie. Drapeau avec nous. Entrons à Pont-à-Mousson à 6 h du soir. Ville magnifique. La population fait une ovation chaleureuse aux soldats. Je trouve 7 lits pour moi tout seul. Lundi 24 août 1914. Départ de Pont-à-Mousson à 4 h 30 du matin. Le pont est miné et capitonné. Suis aux avant-postes à Léménil, à 6 km de Pont-à-Mousson et 1200 mètres de la frontière. Je pars en avant. Traverse la frontière près de Delme, Allemagne. Coup de feu à 8 h 30. Un cheval reçoit 2 balles. 2 cavaliers désarçonnés. Personne n'est touché chez nous. Revenons à Pont-à-Mousson. Mangeons des poules, oies, canards, lapins. Pris en Allemagne, à Léménil qui est bombardé. Le soir, poste à la Bugeaud, avec 4 hommes. Mardi 25 août 1914. Je prends un poste sur la Moselle, puis je renforce un autre poste à la ferme de Vitré, en contact avec l'ennemi. Route de Metz. Je passe la frontière avec un autre sergent. Seuls, tous les deux pour voir l'ennemi, nous sommes suivis par 2 femmes espions. Canonnade à Léménil, qui est bombardé et incendié. Nuit dans les tranchées, Belno est attaqué avec sa section. Ennemi repoussé. Mercredi 26 août 1914. Sommes relevés à 4 h 30. Retour à la Grande Garde, à l'entrée de Pont-à-Mousson. 2 hommes de ma section ayant abandonné leur poste sont en prévention de conseil de guerre. Sommes bombardés le soir par obus de 155. Le soir, nous rentrons à Pont-à-Mousson. Nous couchons à la caserne de chasseurs. Le 367e nous remplace. Jeudi 27 août 1914. 2 h, réveil. Départ à 3 h à Jeune. Marche longue et pénible. Arrivée à Beauconville, à 28 km du Pont-à-Mousson. Devions partir pour Lérouville. Vu la fatigue, nous cantonnons. Vendredi 28 août 1914. Départ à 4 h 30. Marche 18 km, arrivons à Lérouville à 9 h 30. Je porte 2 sacs, car un camarade nommé Ledard souffre des pieds. Nous embarquons à 5 h. L'offensive se poursuit en Lorraine et Alsace, mais la situation devient préoccupante en Belgique et dans le nord de la France. Et Joffre crée une armée avec des éléments qu'il va retirer de Lorraine et qui sera chargée d'aider à endiguer l'invasion et de protéger Paris, ce qui explique le chemin parcouru par Roger Laurent. Samedi 29 août 1914. Nous arrivons à Tricot, Oise, à 2 h du matin. Marche de 19 km vers le nord. Nous cantonnons à Conchy-les-Pots. Dimanche 30 août 1914. Départ en alerte à 2 h du matin. Marche de 30 km vers le nord. Disposition de bataille. Nous devons arrêter l'ennemi, 4 corps d'armée, et nous sommes une division, soit 1 contre 8 ou 10. Nous devons tenir coûte que coûte jusqu'à midi. À 2 h 30, nous nous battons encore. Faisons partie de la 6e armée Monoury. Sommes cités à l'ordre du jour. Nous battons en retraite. Marche forcée de 50 km sans pause. Arrivons à Ravenel à 11 h du soir. Rien mangé depuis hier. Lundi 31 août 1914. Le 2e peloton est égaré. La retraite continue sur Paris. Repassons à Roye, Tricot.
Arrivons à Belleval, Oise, rien à manger. Mardi 1er septembre 1914. Canonnade dans la nuit, sentinelles attaquées par des civils cyclistes. À 2 heures du matin, reprenons la retraite. Passons à Liancourt, on mendie du pain. On vole, en passant, du chocolat, du vin, du pain, des fruits. Arrivons à Catenois à 6 heures. Je trouve une lessiveuse pleine de soupe laissée par des artilleurs. Quel régal pour la section! L'habitant chez qui nous sommes, qui a son fils, soldat, met un fût de 60 litres de vin à notre disposition. Un taube nous survole. On tire dessus sans résultat. Mercredi 2 septembre 1914. Nous quittons Catenois, marche de 83 km en 27 heures. Traversons la forêt de Chantilly, entre 2 colonnes allemandes qui ont passé l'Oise avant nous. Senlis brûle. Arrivons à Weimar. Jeudi 3, vendredi 4 septembre 1914. Faisons des tranchées à Weimar. L'ennemi essaie de nous cerner. La marche de 27 heures nous a sauvés. Il passe derrière nous sans nous voir. Cette nouvelle force en formation, ce sont les futures 6e et 9e armées des généraux Monoury et Foch. Le 276e, dont fait partie Roger Laurent, est formé en partie importante d'appelés du nord de Seine-et-Marne. Armée de Paris, habitants de Paris. Les membres du gouvernement de la République ont quitté Paris pour donner une impulsion nouvelle à la défense nationale. J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Paris, le 3 septembre 1914. Le gouverneur militaire de Paris, commandant l'armée de Paris, Gallieni. Le rôle de Gallieni. Gallieni, constatant un certain infléchissement de l'armée d'invasion allemande vers Meaux, clairvoyant et déterminé, fut le principal artisan de la victoire de l'Ourcq. Forçant la décision de Joffre, il jeta toutes les forces du camp retranché de Paris dans la bataille, l'alimentant sans cesse et la dirigeant avec génie. Monoury fut pour lui un exécutant de valeur, ce qui explique la grande diversité des unités lancées dans la bataille. Samedi 5 septembre 1914. Quittons Weimar. Dans la matinée, prenons la direction de Meaux. Passons à Moussy-le-Vieux qui est pillé. À Thieux, Nantouillet. Prenons le chemin de Nantouillet à Plessis-aux-Bois. J'ai soif et faim. Halte à la cantine. Passons à la Baste. Iverny. Le 5e bataillon et notre artillerie sont sur la route de Juilly à Meaux. Les dragons qui nous couvrent ne font pas leur service. L'ennemi, qui est dans les bois de Cuisy, à Monthyon, nous surprend. Pluie d'obus. Je reviens d'Iverny au pavillon. Je vois ma maison, hélas, traverse le champ galon sous une pluie d'obus. J'ai un caporal blessé, puis un autre à 1 mètre de moi. Nous prenons Plessis-l'Évêque. Une femme est tuée par un obus dans la maison, où j'arrive pour faire partir les gens. Connaissant le pays, je me propose pour faire une reconnaissance dans les bois. Je passe à la cabane. Plus loin, une mitrailleuse allemande cachée dans un trou tire sur la 21e compagnie que j'ai rejointe. Nous restons 6 sur 80. Tous les autres sont tués. Je reviens à Cuisy, où je trouve la 22e compagnie. Il fait nuit. Je passe en face d'une compagnie allemande, ligne du chemin de fer. Elle ne me voit pas. Je la signale à la 22e compagnie qui l'attaque. Les Allemands crient « French, Anglais, tirez pas, amis !» Le capitaine descend, s'approche et est fusillé à bout portant. Belnaud en échappe. J'arrive à Chambre-Fontaine seul. J'y trouve de la 23e compagnie. Je repars à Plessis-l'Évêque. Les obus ont mis le feu aux meules. Je m'endors sur un trottoir. 1 heure après, je repars avec 6 hommes volontaires dans les bois. Mais la mitrailleuse est partie. L'armée du général de Lamaze est un des éléments de la 6e armée française, commandée par le général Monoury,
partant de Thieux dans la matinée du 5 septembre 1914. Elle progresse en 3 directions. À quelques centaines de mètres de la grande tombe de Neufmontier-Villeroy, dans la direction de Monthyon, avant le rue de Rutelle et parallèle à lui-même, dans un long fourré, bois allongé en bordure de 2 champs, grand talus, ancien chemin inutilisé maintenant, sont restés des trous, excavations, témoins émouvants de la bataille du 5 septembre 1914, pouvant chacun contenir plusieurs soldats accroupis en position de tireur, creusés par eux pour se protéger et attaquer au cours de leur progression vers Monthyon. Combien d'hommes se servirent de ces lieux comme bastions, protection fragile au milieu de la plaine, point d'appui à ce moment de la bataille. Charles Péguy est d'ailleurs tombé non loin de ces lieux. Sur le glacis devant le 276e, les balles et les shrapnels formaient une sorte de nappe de feu et d'acier. 19e compagnie, en tirailleurs, en avant! Direction les hauteurs de Monthyon. Il est 5 heures. Les balles sifflent au ras des têtes. Les Allemands, derrière des arbustes, le long d'un ruisseau, sont presque invisibles dans leurs uniformes couleur de terre. Le lieutenant Péguy est debout. « Attention, mon lieutenant, ça siffle !» On voit par instant, entre les arbres, des Allemands qui quittent leur position et escaladent la côte en vitesse. « Ils reculent, en avant !» Mais sur le terrain déclinant, dans la grande lumière du jour d'été, quelques cibles merveilleuses sont les uniformes des fantassins français. Capote bleue, pantalon rouge garance. Le lieutenant Péguy reste debout, conduisant l'attaque. Parmi ces Parisiens, ces brillards de la 19e compagnie, la moitié meurent ou vont mourir au milieu de leur nature natale. Quelques-uns sur des champs, par eux labourés, ou au seuil de leur jardin. « Nous n'avons plus de sac, mon lieutenant !»« Je n'en ai pas non plus ! Tirez toujours !» Ce sont ses derniers mots. Une balle en plein front. Péguy tombe dans une plainte sourde. À travers la relation de Roger Laurent, on se rend compte de l'acharnement des combats, de leur complexité, de la diversité des unités engagées. La victoire du 5 septembre 1914 va entraîner le redressement de toute l'armée française, de Paris aux Vosges. Et la débâcle de von Kluck entraînera successivement la débâcle de toutes les armées allemandes. Le 6 septembre, c'est la proclamation de Joffre. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. La bataille de l'Ourcq va continuer, acharnée. Dimanche 6 septembre 1914. Nous partons en avant sur Monthyon. La batterie allemande qui s'y trouvait a été démolie par nos 75. Les canons sont dans une mare. On signale un mouvement de l'ennemi sur Meaux. La compagnie y part par le Tremble. Que de morts! Chauconin brûle. Mais rien à Meaux. On retourne à Monthyon. Nous bivouaquons dans un champ. Lundi 7 septembre 1914. Attaque allemande que l'on repousse à Marcilly et Barquy à la baïonnette. On n'a rien mangé depuis samedi matin. Les obus pleuvent. Plus d'1 millier nous ont arrosés. La première section qui s'est avancée trop loin vers la Rapperie est en mauvaise posture. J'en fais partie. Une batterie d'artillerie formée de volontaires, car l'endroit est dangereux,
50 obus en 1 heure, arrivent au premier coup de canon à faire sauter la batterie allemande. Nous sommes sauvés. Un éclat d'obus a traversé mon sac. Nous prenons la râperie. Mardi 8 septembre 1914. Nous sommes soutien d'artillerie. Chaque section de la 23e compagnie est placée entre chacune des 4 pièces d'artillerie. Un taube nous survole, lance une bombe sur ma section. Heureusement, elle ne tombe pas sur un caisson, mais sur ma section. Sur le premier rang, je reste seul, noir de poudre. Les 4 autres, à mes côtés, sont blessés. Décidément, j'ai eu de la chance. Les éclats volent, tuent un homme, coupent un bras et les 2 jambes de 2 autres. La mâchoire inférieure d'un 6e et casse le cou d'un caporal. Barky est toujours bombardé. À 3 heures de l'après-midi, une compagnie du 276e était parvenue à proximité du petit chemin de terre qui relie la râperie de Marcilly à la route Barky-Étrepilly. Une fusillade tirée à bout portant les couche sur le sol. Ils sautent le talus du chemin et tombent dans une tranchée avancée de l'ennemi, à la baïonnette. Une force surhumaine les anime, la tranchée est conquise. Mais les nôtres sont si peu nombreux qu'ils demeurent là jusqu'au soir. Mercredi 9 septembre 1914. Aucun changement, Barky est bombardé et flambé. Mais le tabord marocain et les zouaves ont pris dans la nuit Étrepilly et Vared, à la baïonnette. Le soir, nous avançons. Jeudi 10 septembre 1914. Nous passons à Étrepilly, vaincus. Nous trouvons des 20 morts dans les maisons, vaincus et brûlés. Arrivons le soir à Thury-en-Valois, qui est pillé. Nombreux prisonniers allemands. Si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur le témoignage inédit et très émouvant d'une fillette de 6 ans lors de la guerre de 1870. Vous avez juste à cliquer sur le petit cadre au centre de votre écran.